Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, heure de Paris. Si vous voulez participer à l'émission, si vous voulez participer à ce grand débat, vous pouvez intervenir sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Au sommaire de ce grand débat, le respect des constitutions au cœur du débat politique en Afrique. Le débat s'est enflammé l'année dernière avec les foyers de tension signalés au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, en RD Congo, au Bénin ou encore au Rwanda. Alors que l'affaire s'est conclue au Burkina Faso par une insurrection populaire qui a eu raison du régime de Blaise Compaoré, l'année 2015 est présentée comme celle de tous les dangers dans les pays où les régimes sont tentés de manipuler la loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir. Comment en est-on arrivé là, 25 ans après le déclenchement des processus de démocratisation en Afrique? Le tripatouillage constitutionnel est-il devenu, après les coups d'État et les fraudes électorales, le meilleur moyen d'asseoir les nouvelles présidences à vie et de contourner l'aspiration des populations à la démocratie? Quel sera donc le sort de ces régimes, des régimes concernés face à la vigilance nouvelle des opinions et face à une société civile de plus en plus mobilisée? Réponse dans ce grand débat. L'émission est réalisée, bien entendu, par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Vous trouvez le grand débat, évidemment, sur facebook.com/le grand débat. Merci à tous nos amis sur la toile qui sont aux quatre coins du monde. Et faut-il le rappeler, vous pouvez suivre en direct, évidemment, cette émission sur notre site africa1.com. Et c'est le grand débat, bien entendu. Tout de suite, le débat, bien sûr. Le grand débat. Analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le respect des constitutions au cœur du débat politique en Afrique. Le débat se décline désormais sur tous les tons et parvient même à diviser les opinions à tel point que certains en viennent à jeter le doute sur la validité même des constitutions qui ont été promues par ces mêmes régimes qui soudain leur trouvent tous les défauts du monde. Que faut-il comprendre de l'état des systèmes politiques africains au travers de cette tentative de manipulation des lois fondamentales? Nous en parlons avec nos invités. Maître Brice Nzamba, bonsoir. Bonsoir, mon cher Francis. Bien connu dans le grand débat aujourd'hui à la place du grand invité. Merci d'être là. Vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Tout à fait. Le Cercle de la Rupture qui organise le 25 avril prochain au Palais du Luxembourg à Paris, au Sénat donc, une conférence internationale sur le thème du respect de l'ordre constitutionnel en Afrique. On en parlera dans ce grand débat, bien entendu. Nous sommes en compagnie également d'un grand invité aussi, Armand Hiré. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Merci d'être là. Vous êtes journaliste pour le Nouveau Courrier. Le Nouveau Courrier d'Abidjan. D'Abidjan, auteur de Côte d'Ivoire, vote sanglant, Vote sanglant, douleur d'exil. Douleur d'exil aux éditions L'Harmattan. Vous êtes en charge de la communication pour une manifestation qui aura lieu le 11 avril prochain à Paris. Oui, tout à fait. Voilà, organisée par diverses associations pour demander le respect des constitutions en Afrique. On est en plein dans le sujet. Évidemment. On en parlera également dans ce grand débat. Et au téléphone depuis Limoges, un grand invité aussi, Félix Bankunda Mpele. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste et politologue, membre de l'Association française de droit constitutionnel. Vous êtes l'auteur d'un article intitulé Présidentielle africaine, perpétuelle illusion constitutionnelle, paru dans la revue politique et parlementaire, le numéro 1071-72 exactement. Vous êtes membre expert de l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration française. Voilà pour le plateau. Alors Brice Nzamba, on va commencer avec vous. Expliquez-nous pourquoi vous avez donc décidé d'organiser le 25 avril prochain à Paris ce colloque. Il faut dire que ce n'est pas vous, c'est votre cercle que vous présidez, évidemment le cercle de la rupture. Colloque donc intitulé Conférence internationale sur l'ordre constitutionnel en Afrique. Est-ce que ce débat est devenu désormais une des principales préoccupations des Africains? Oui, il faut dire que nous organisons donc le 25 avril prochain au Palais du Luxembourg une conférence internationale sur le thème du respect de l'ordre constitutionnel en Afrique. Pourquoi ces thèmes? Précisément parce qu'il faut retenir que en Afrique on a eu un premier moment
qu'on pourrait dire une tentative d'instauration de la démocratie en Afrique, avec la vague des conférences nationales en 1990. Comme vous le savez, il y avait un vrai engouement, les sociétés civiles étaient très organisées et très actives pour que véritablement on passe du monopartisme à l'époque, qui existait à l'époque, au pluralisme politique, à des élections transparentes et donc à une sorte je dirais, d'enracinement ou d'instauration de la démocratie en Afrique. Donc ça, c'était la première vague. Alors, donc il y a eu des forces qui étaient au pouvoir en ces moments-là, donc des forces issues des monopartismes qui, dans certains pays, ont perdu le pouvoir, dans d'autres, d'une certaine manière, ont su détourner cette vague pour toujours rester au pouvoir. Et aujourd'hui, on constate que malgré cet élan initié dans les années 1990 pour initier la démocratie en Afrique, ces anciens régimes ont su se consolider, c'est-à-dire ont su détourner cette aspiration, notamment en verrouillant tous les processus démocratiques, notamment déjà par le jeu des élections, puisque en principe, c'est par le jeu des élections qu'on peut assurer l'alternance. Donc, le fait de verrouiller déjà l'organisation transparente des élections, ça fausse donc la sincérité du scrutin. Par conséquent, ça maintient le parti au pouvoir, toujours au pouvoir de façon un peu perpétuelle. Et donc, quelque part, ça coupe la population, donc le vote populaire, des aspirations, donc des aspirations démocratiques, donc l'alternance. Et le seul verrou, ce qui peut permettre en fait une respiration des institutions, c'est précisément le respect des constitutions. Bon, après, il faut approfondir. C'est-à-dire que... On va approfondir. Voilà. Je voulais juste que vous me donniez la justification de cette manifestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient impératif. C'est-à-dire que pour tous les démocrates, pas seulement africains, même européens, mais tous les démocrates, parce que l'aspiration à la démocratie est une aspiration universelle. Parce que c'est une aspiration à la liberté et à la dignité des peuples. Et ce n'est pas l'apanage d'un peuple ou d'un continent, c'est une aspiration universelle. Donc les Africains aujourd'hui, nous arrivons à un stade qui est très très important, qui consiste notamment à faire respecter les constitutions afin de permettre une respiration des institutions par l'alternance et, ce faisant, enraciner la pratique démocratique dans les mœurs. Voilà pourquoi nous avons choisi d'organiser cette conférence le 25 avril prochain. Il y a donc un état d'alerte sur cette question, sur ce phénomène. Et Armand Hiré, même question pour vous. Vous êtes chargé de la communication, je le disais, pour cette manifestation qui aura lieu le 11 avril prochain à Paris, dont le but est de réclamer le respect des constitutions. Est-ce que ce nouveau phénomène est devenu une cause politique majeure aujourd'hui pour les populations ? Tout à fait, parce que de toute façon, il y a une poussée, on va dire, de conscience, de prise de conscience des populations africaines. Après, bien sûr, le vent de l'ex, où on a assisté, comme l'a dit tout à l'heure, Maître Ndamba, on va dire, à une poussée de démocratie en Afrique. Après cela, il y a eu bien sûr des constitutions qui ont été taillées, il y a eu, on a soumis à un référendum, mais au fur et à mesure qu'on a avancé, on a compris que dans certains pays et dans plusieurs pays d'Afrique, les dirigeants essayaient de remodeler cette constitution en leur faveur pour éventuellement se pérenniser au pouvoir. Donc du coup, il y a danger, surtout que nous entrons avec cette prise de conscience de plusieurs Africains, de plusieurs millions d'Africains, surtout que nous entrons en 2015 dans un quinquennat électoral. Il va falloir tirer arrosé sur le baudet. Et nous, on le commence le 11 avril et les autres vont suivre à partir du 25 avril. Et je pense que déjà, partout en Afrique, les choses bougent. Vous savez que la protection de la Constitution par les Africains eux-mêmes, par les populations, a fait pas mal de morts dans plusieurs pays. On parle d'un 28 février au Cameroun où des centaines de personnes sont restées sur le carreau. Vous avez compris aussi qu'il y a eu des effets heureux, comme au Burkina Faso. Bref, c'est-à-dire que l'Afrique a décidé de prendre son destin en main. Il faut juste que nous mettons les balises et pour dire à nos dirigeants qu'il ne s'agit pas de modeler pour modeler, mais il s'agit de modeler pour donner une vie meilleure au peuple. C'est ça, c'est très clair. Félix Bakunda Mpele, vous êtes avec nous donc, par Skype précisément, pas au téléphone, par Skype, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation de la société civile et quel peut en être selon vous l'impact sur cette actualité du non-respect des constitutions en Afrique ? Disons que quand on essaie de regarder un peu en arrière, on se rend compte que en fait, on a retrouvé pratiquement l'ancien régime. Quand je dis l'ancien régime, c'est-à-dire les systèmes qui ont fonctionné avant le début des années 90. Très peu d'hommes ont changé au niveau des affaires. Les pratiques sont restées les mêmes.
On retrouve la théorie, disons, de l'homme fort, disons, des hommes providentiels, avec bien souvent la complicité des élites. Et donc, on se pose la question de savoir exactement si, disons, cette question peut effectivement, disons, être résolue par les mécanismes constitutionnels. En réalité, au début des années 90, quand on a mis effectivement, disons, les nouvelles constitutions en place, on se doutait bien que cela n'irait pas de soi, qu'il y aura effectivement un temps. Mais on a mis sur pied quelques verrous. Parmi ces verrous, le multipartisme, on sait qu'il peut être manipulé, mais l'un de ces verrous, l'un de ces mécanismes, c'est effectivement la limitation des mandats. Parce que l'on peut se dire, oui, on ne maîtrise pas encore le processus électoral, oui, le multipartisme peut donner place, disons, à quelques effets pervers, mais le respect, effectivement, disons, de la limitation des mandats permettait effectivement, disons, de civiliser un peu la vie politique en Afrique. C'est ça. Voilà, c'est cela. Donc, si déjà on commençait par respecter cela, on peut se dire, ce n'est pas, disons, par enchantement que la démocratie s'installe, c'est un processus. Donc, la limitation des mandats, c'est un verrou qui permet effectivement de faire comprendre, disons, aux autres partenaires politiques qui veulent effectivement accéder au pouvoir que ce n'est plus par la force qu'il faut revenir au pouvoir. Voilà. Donc, c'est l'essentiel que je peux dire maintenant. Très bien. Oui, qu'est-ce qu'on peut espérer effectivement c'est une bonne question. On va rester sur cette question pour marquer une pause, justement. On va continuer, évidemment, à parler de ce sujet, ce sujet qui est au cœur de l'actualité africaine depuis plusieurs mois déjà et qui devient aujourd'hui l'essentiel, enfin, qui prend beaucoup de place, en tout cas, dans le débat politique africain. On va marquer donc une pause pour la publicité. Retour dans 2 minutes pour la suite de ce débat. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le respect des constitutions au cœur du débat politique en Afrique. Nous en parlons avec Félix Bankunda Mpele, Armand Iré et Maître Brice Zamba, nos invités pour tenter de comprendre cette actualité africaine, en tout cas ce phénomène au cœur de l'actualité africaine. Alors, en vous écoutant, messieurs, on a bien compris que après les coups d'État et les fraudes aux électorales, la manipulation des constitutions est devenue le moyen le plus sûr aujourd'hui de se maintenir au pouvoir, avec en plus, il faut le dire, un habillage qui se veut légal. Alors, question Armand Iré, quels sont aujourd'hui les pays où le risque est signalé de voir les dirigeants opérer ces manipulations constitutionnelles? Est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont identifiés? Évidemment. Il faut le rappeler aux auditeurs. Évidemment, il y a plusieurs pays qui sont aujourd'hui identifiés dans cette propension, évidemment, dans cette velléité de faire des changements constitutionnels. Je commence par la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je commence par la Côte d'Ivoire, par exemple, mon pays d'origine. Il va être mis sur la table de l'Assemblée nationale monochrome, donc de la Côte d'Ivoire, 15 articles de la Constitution, donc qui sortent du code électoral pour éventuellement tailler une constitution à la mesure de M. Alassane Ouattara. Bon. Vous voyez déjà que ça pose problème. Il va sans dire que lui-même, ayant eu pas mal de problèmes avec le fameux article 35 de la Constitution ivoirienne, et ayant été candidat par défaut, je sais pas, Maître est là, il va trouver le thème exact, ayant été candidat par défaut suite même à une entorse constitutionnelle de Laurent Gbagbo, qui a utilisé l'article 48 pour faire de lui candidat, Ouattara parle aujourd'hui de jurisprudence concernant éventuellement son retour ou bien pour se positionner encore comme candidat. Il parle de jurisprudence de 2010, ce qui va sans doute dire que en parlant de jurisprudence, il faut que Laurent Gbagbo sorte de prison et qu'il soit candidat aussi. Candidat donc à sa propre succession. Voilà. D'autres exemples? Donc il y a on va dire comme ça qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin où Yahi Boni manifestait des velléités, même si en temps il a eu un discours officiel qui recadre un peu les choses. Au Togo, n'en parlons même pas. Les morts ont jonché les rues de Lomé. Ça continue toujours. Enfin, au Togo, il ne s'agit pas de changer la constitution. C'est assez curieux comme situation. C'est que c'est l'opposition qui demande au Togo, au président actuel, de changer de constitution pour instaurer notamment des élections à 2 tours. Alors que pour l'instant, évidemment, de part et d'autre, ce que je veux dire, de part et d'autre, on est toujours dans la question constitutionnelle des constitutions en Afrique. Tout à fait. Que ce soit le Congo-Brazzaville, par exemple. Au Congo-Brazzaville, même au Congo-Kin, ou tout récemment aussi, je crois bien. Mais c'est pareil au Burundi. Au Burundi, là, on vient d'apprendre qu'il y a des ministres qui viennent de démissionner. Je vous l'ai dit tantôt, M. Francis, on est dans un quinquennat,
on rentre dans le quinquennat électoral en Afrique et soyez sûrs que ça va bouger au niveau, évidemment, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent changer la constitution. Ils trouveront sur leur route le peuple et ça bouge. Les risques, là, sont pratiquement partout dans les pays africains aujourd'hui qui, en 2015 ou au-delà, iront à des élections. On parlait justement de Burundi à l'instant, le Burundi où Pierre Nkurunziza est soupçonné lui aussi de vouloir se présenter une nouvelle fois cette année, alors que la loi fondamentale n'autorise que 2 mandats. Alors plusieurs cadres de son parti ont signé une pétition contre sa candidature pour éviter, selon eux, une nouvelle guerre civile. Alors question à Félix Bakunda Mpele, il faut peut-être, insister sur cet aspect de ce débat. Est-ce que la manipulation opportuniste des constitutions est devenue aujourd'hui l'un des principaux facteurs de conflit en Afrique? Ça a toujours été ainsi. Si effectivement on vit ces problèmes, notamment, disons, d'accès au pouvoir par la violence, c'est justement parce que... Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ah bon, voilà. La ligne est parfaite. Voilà, c'est ça, voilà. C'est justement parce que les constitutions ne sont pas bien respectées. Bon, on a souvent l'argument traditionnel, oui, ces constitutions ne sont pas adaptées à l'Afrique. C'est un faux problème, honnêtement. Voilà. Le problème, c'est pas les constitutions, hein. Le problème, c'est pas le régime parlementaire, régime présidentiel. Non. Le problème, c'est que bien souvent, la culture démocratique fait défaut. Le problème, c'est parce que effectivement, on a des autocrates au pouvoir. Vous avez posé la question à, disons, à l'ami, la question qui consiste, disons, à se demander effectivement quels sont les pays. Le plus souvent, c'est disons, les hommes qui étaient aux affaires, parce que c'est là on plus de maîtrise effectivement sur les mécanismes du pouvoir. Ceux qui sont arrivés récemment ont du mal à résister justement, disons à la démocratie, c'est-à-dire à s'opposer parce qu'ils n'ont pas toutes les rênes du pouvoir. Par contre, ceux qui étaient déjà aux affaires, ont la maîtrise effectivement de leur marigot politique, ce qui fait que, effectivement, avec eux, c'est pas aussi facile que ça, justement, disons, de faire appliquer les constitutions. Ce n'est pas si nouveau que ça d'ailleurs, parce que les modifications ont déjà été effectuées dans plusieurs pays, notamment au Tchad et au Cameroun, avec les conséquences d'ailleurs au Cameroun. Au Cameroun. Que vous évoquiez tout à l'heure avant avec une répression féroce à l'époque. Félix Bakunda Mpele, alors je voulais vous citer quand même dans votre article intitulé Présidentielle africaine perpétuelle illusion constitutionnelle, je rappelle paru dans la revue politique et parlementaire, vous parlez du syndrome du sauveur, de la prétention de l'homme providentiel ou de l'homme fort, ce qui, selon vous, met de temps en temps, d'ailleurs, les chefs d'État africains, en tout cas certains chefs d'État, en décalage avec une partie de la communauté internationale, et surtout, largement, écrivez-vous, en décalage par rapport à leur opinion publique nationale. Est-ce que vous voulez dire que dans certains pays, en tout cas ceux qui nous intéressent là, le culte du chef est plus fort que le processus d'ancrage démocratique? Je pense pas qu'il soit aussi fort que ça. C'est plutôt les pouvoirs en place qui veulent montrer qu'effectivement, disons, il y a effectivement, disons, cet attachement particulier. Non. Ça, c'est une manipulation. D'accord. C'est beaucoup plus, disons, les hommes aux affaires qui veulent se passer, effectivement, disons, pour des hommes forts, qui sont en réalité des hommes faibles. Parce que quand on parle effectivement de l'homme fort, cela repose sur 2 piliers. Le premier, c'est effectivement, disons, la faiblesse et le déséquilibre de l'homme en place. Le deuxième, c'est, disons, la faiblesse de l'État. C'est ça. Sinon, en réalité, quand effectivement l'État fonctionne normalement, c'est-à-dire l'État est fort, parce que ce que font le plus souvent les autocrates, c'est quoi? C'est effectivement, disons, affaiblir l'État pour effectivement que, disons, le fonctionnement de celui-ci repose sur leur propre personne. Ce qui fait que justement, quand ces hommes s'en vont, disons, l'État a tendance à l'effondrement. C'est pas le contraire, comme on l'a dit qu'il faut des hommes forts, disons, pour assurer le fonctionnement de l'État. Non. C'est que l'homme fort commence par affaiblir l'État de telle sorte que tout le mécanisme de fonctionnement de celui-ci passe par lui. Et quand il s'en va, quand les hommes forts s'en vont, effectivement, l'État est en faillite. On a vu ça et déjà. C'est à ce moment-là qu'on commence à réapprendre à vivre dans l'État. C'est à ce moment-là que l'État commence encore, disons, à fonctionner. Donc c'est ça. Et ils ont réussi effectivement ce coup de force de vouloir faire comprendre que, justement, ils sont incontournables et que quand ils s'en vont... Après, c'est le chaos. C'est le déluge, voilà, c'est cela. Voilà. Restez avec nous, mon cher Félix Bakunda Mpele. Alors, je m'adresse à vous maintenant, Maître Brice Zamba. On sait que certains intellectuels soutiennent ces régimes incriminés, et en viennent même à mettre dans leurs écrits ou dans leurs paroles, ils en viennent à mettre en cause même ces institutions qu'ils ont pourtant soutenues hier, en estimant qu'elles ne sont pas conformes aux réalités africaines. On entend ça beaucoup. Ils en appellent même parfois à l'instauration
ce qu'ils appellent une démocratie à l'africaine. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous répondez à ce type de raisonnement? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, moi, je pense personnellement que les intellectuels, dans le débat actuellement en cours, doivent prendre position. Et l'argument qui consiste à dire que la démocratie telle qu'elle fonctionne en Europe ne peut pas fonctionner en Afrique, je pense que c'est un argument, à mon avis, c'est un argument de faiblesse. Voilà, de faiblesse. Pourquoi? Parce que il y a dans tout pays où la démocratie s'est ancrée, il y a un temps d'apprentissage. C'est-à-dire que la vérité, c'est de dire que les Africains, ce n'est que depuis 1990 qu'il y a eu un mouvement démocratique en Afrique. Donc, on a un temps d'apprentissage. Et dans ce temps d'apprentissage, il y a des difficultés, comme ça a été le cas en Europe, comme ça a été le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on sait par exemple que avant que les États-Unis deviennent ce qu'ils sont devenus, c'est quand même un État qui, dans sa constitution, posait plusieurs principes de liberté, mais l'esclavage existait quand même. Donc, il y a eu un processus et nous, on a aussi un processus pour apprendre. Donc, il ne faut pas dire que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique. Il faut simplement dire que les intellectuels ont un devoir de créer des valeurs qui sont en osmose et en symbiose avec des valeurs démocratiques, de défendre les valeurs démocratiques. Et précisément, dans la défense des valeurs démocratiques, c'est déjà d'apprendre et de participer à ce que les hommes politiques puissent respecter déjà les règles reconnues et adoptées par le peuple, parce que le souverain primaire, c'est le peuple. Et quand on respecte le peuple, on commence d'abord par respecter la loi que le peuple a choisie pour se gouverner. Une loi qu'ils ont promu d'ailleurs eux-mêmes, ce régime. C'est ça. Armand Hiré, alors, en plus, parlant des intellectuels. Allez-y. Oui, parlant des intellectuels, je voulais dire que les intellectuels africains aujourd'hui, pour moi, personnellement, l'idée que je veux qu'on retienne de ces intellectuels, c'est que beaucoup se dévoient. Ils se dévoient en voulant faire forcément de la politique, quelle que soit la position qu'ils occupent. Et c'est là qu'il y a problème. À partir du moment où ils côtoient les hommes politiques et qui sont corrompus donc par ce milieu, il y a souci. Je veux dire, quand tu ramènes, par exemple, on cite pas ses contemporains, mais j'ai vu des intellectuels africains pour qui j'avais, par exemple, beaucoup de respect, qui aujourd'hui font l'apologie de la prise des armes. Ils sont heureux d'être dans le stade de Soroguium. Vous voyez, il y a des intellectuels africains qui ont écrit hier, par exemple, moi dans mon pays, il y a un aujourd'hui qui occupe un poste juteux à la tête d'un organe de presse étatique, qui écrivait hier que Alassane devait prendre la route de Saint-Dou au Burkina Faso, qui n'est pas ivoirien. Mais aujourd'hui, ce même dépend Alassane ivoirien, bec et ongle, comme on dit. Donc, vous voyez, il y a un problème. À partir du il n'est pas là pour se défendre. On voit bien de qui vous parlez. Mais il n'est pas là pour se défendre. Donc, on ne va pas le citer. Voilà, je dis qu'on ne cite pas ses contemporains. Donc, vous voyez, pour moi, l'intellectuel doit être intellectuel. S'il est enseignant, il reste dans son amphi. Voilà. Maintenant, à partir de l'instant où il décide d'endosser le costume politique, il faut qu'il ait la franchise de dire les choses telles qu'elles sont et que quand il y a une constitution qui est taillée à la mesure d'un dictateur, il faut qu'il a reçu le baudet et qu'il puisse faire en sorte que le peuple, évidemment, puisse être heureux. Parce que, pour revenir même aux constitutions, pour ne pas être assez long, je chute, pour revenir aux constitutions, quand ça commence souvent, quand on commence le préambule, qu'on arrive aux premiers articles, on dit le peuple a le droit de se nourrir, de se vêtir et de se soigner. Mais quand on va plus loin, on constate quoi aujourd'hui? C'est pourquoi le frère Umpele a dit tout à l'heure qu'on taille des constitutions pour avoir des hommes forts. Mais c'est normal. Parce que dans un État, quand on ne peut même pas se soigner et que lorsque un jeune enfant a juste une tumeur à l'œil, on estime qu'il faut qu'il bénéficie d'une prise en charge présidentielle, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, parce qu'on va exalter le chef, il a sorti de quoi à soigner un enfant alors qu'on aurait pu créer des hôpitaux, créer l'assurance maladie universelle, la sécurité sociale pour permettre à tout un chacun d'avoir accès aux soins et à moins de coûts. Bien sûr, si les chefs deviennent les bienfaiteurs du peuple, on peut se poser la question même sur la nature même des régimes, sur la culture de gouvernement. Rapidement, Maître Brice Zamba. Oui. C'est-à-dire que ce que je souhaiterais préciser, c'est que en fait, la civilisation commence quand des êtres humains se disent qu'on sort de la loi du plus fort pour mettre en place des règles qui s'imposent à tous de façon impersonnelle pour régler et organiser le pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre participer à l'humanité et ne pas respecter les règles que nous-mêmes nous donnons pour nous organiser, pour nous gouverner. Ça, c'est le premier principe. Et aujourd'hui, quand je vois des intellectuels africains prendre position, non pas sur des valeurs, mais parce qu'ils ont des considérations certainement régionalistes, certainement pécuniaires,
Moi, je me dis, mais c'est extraordinaire parce que aujourd'hui, je pense que nous arrivons à un tournant et c'est pour ça que nous organisons notre conférence. On en parlera. Voilà. On va marquer une pause. Évidemment, vous êtes là pour ça. Retour dans 2 minutes pour la suite de ce débat. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le respect des constitutions au cœur du débat politique en Afrique. Nous en parlons avec Félix Bakunda Mpele, juriste et politologue, membre expert de l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration française. Maître Brice Nzamba est avec nous, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture, et Armand Thiré, journaliste pour le Nouveau Courrier de Abidjan, auteur de Côte d'Ivoire, vote sanglant, douleur d'exil aux éditions L'Harmattan. Félix Bakunda Mpele, alors est-ce que vous voulez dire un mot sur je dirais, le rôle des intellectuels, de certains intellectuels, il faut le préciser parce que tous les intellectuels africains évidemment ne sont pas, ne se compromettent pas, je dirais, dans cette mésaventure de la modification des constitutions, du non-respect des constitutions. Est-ce qu'on peut parler de la trahison des clercs? On a vu ça en d'autres temps ailleurs. Oui, on peut en parler. Si vous me permettez de revenir sur 2 points qui ont été soulevés, notamment la fameuse prétention à la démocratie à l'africaine, et puis voilà. Donc, je voulais signaler ceci. Je vous ai dit que justement, ce qui se présentait aujourd'hui, c'est le retour, disons, au système qui prévalait avant les années 90. Et justement, dans les années 90, ce que disaient, disons, les pouvoirs en place, c'était qu'il fallait une démocratie à l'africaine, pas une démocratie à l'occidentale. Et on revient à ce discours. En réalité, on n'a jamais plaqué la démocratie occidentale en Afrique. Hein? Il y a certainement, disons, par-ci, par-là, effectivement, quelques transpositions, disons, je veux dire, pas tout à fait, disons, adaptées, mais de façon générale, c'est des principes. C'est le principe électoral, c'est le principe aujourd'hui, disons, dont on discute aujourd'hui, c'est la limitation des mandats, mais on n'a jamais dit qu'il fallait, disons, plaquer, disons, la démocratie française ou la démocratie américaine en Afrique. Donc, de ce point de vue, ce discours, disons, sur la démocratie, disons, l'africaine, c'est uniquement une façon pour les pouvoirs en place également, disons, de s'opposer, disons, aux principes qui sont tout simplement des principes de bon sens. Maintenant, quant, disons, aux élites, vous savez, on a vraiment un problème avec les élites africaines, de façon générale. Je pense que il y a le fait que bon nombre, disons, des membres de ces élites, pendant longtemps ont caressé, disons, le rêve du pouvoir eux-mêmes, le rêve de l'argent. Voilà, donc c'est ça qui fait que en réalité, ils n'ont pas d'autonomie, justement pour pouvoir, disons, effectivement exercer de manière indépendante et de manière, je veux dire, un peu, disons, sereine, disons, leurs compétences. Je vous rappelle que quand effectivement, disons, le pape est allé, donc, disons, au Bénin, disons, en 2011, il a répété cela, il a fait, disons, un appel à l'élite, disons, pour dire qu'il fallait qu'il sorte, effectivement, disons, de ces penchants, disons, d'argent et de pouvoir, parce que, effectivement, disons, ça rendait de mauvais services à l'Afrique. Donc, il y a cela. Pendant longtemps, l'élite n'a caressé que le même désir que les pouvoirs en place, c'est-à-dire l'argent et le pouvoir. Ce qui fait que, aujourd'hui, quand ils arrivent effectivement au pouvoir, aux proches effectivement des milieux du pouvoir, ils se montrent aussi ridicules que justement ceux qu'ils avaient critiqués hier. Voilà, c'est cela. Alors, Félix Bakunda Mpele, est-ce que ce débat sur les modifications de la Constitution ne cache pas un autre débat, celui de la conception même de l'État et de la nation dans plusieurs pays africains? C'est vrai parce que là où effectivement, disons, nous regardons la France ou les États-Unis, bon, quand on parle de constitution, il y a quand même des piliers. Il y a l'État, il faut qu'effectivement l'État soit plus ou moins, disons, bien installé, la République même, donc il y a des piliers. Et le problème justement de ces constitutions, c'est que justement, elles ne vont pas de pair avec ces autres piliers-là. Voilà, quand on dit République en Afrique, on en parle beaucoup, mais en réalité c'est creux. On n'a jamais réfléchi, disons, sur la question de la République en Afrique. Voilà, on n'en a jamais réfléchi, on n'a jamais dit exactement que signifie la République en Afrique. Voilà, quand effectivement, disons, on essaie d'écouter, donc, je veux dire, les populations, bien souvent, les notions que soulevait mon compatriote Maître Brice Nzamba reviennent, c'est-à-dire la tribu, la région, et d'ailleurs, disons,
avec, disons, je vais dire, le grand intérêt des pouvoirs en place, parce que justement, pour les pouvoirs en place, il faut démontrer que justement ces populations ne sont pas mûres pour la démocratie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien oui, c'est les notions de tribus, disons, de régions qui sont beaucoup plus importantes. Et bien voilà, ça justifie qu'effectivement, disons, il ne faut pas mettre la démocratie en place. Rappelez-vous, disons, Monsieur Roussin, ce qu'il disait dans l'Afrique majeure. Il dit en Afrique, si on instaure la démocratie, eh bien c'est la carte vertigineuse, disons, des ethnies. C'est cela. Bon, mais on peut se poser la question de savoir, est-ce que ça veut dire justement qu'il faut maintenir, disons, les dictatures, disons, en place? Non. Je pense que le système qui permet effectivement de sortir de ces considérations, je veux dire, basses, et d'instaurer, disons, l'État et d'instaurer la République, c'est justement de faire fonctionner la démocratie. En démocratie, on peut se dire, par exemple, une institution qui n'existe pas dans la plupart des pays africains, par exemple, on peut dire qu'on peut, par exemple, instaurer une haute autorité, disons, de l'unité nationale, ou une haute autorité de lutte contre, disons, les pratiques tribales. Et à ce moment-là, effectivement, on établira un fichier qui permettrait de savoir exactement qu'est-ce qu'on entend, disons, par pratique tribale, qu'est-ce qu'on entend par pratique ethnique, et, disons, de mettre sur pied des mécanismes, effectivement, de recours dans la mesure où, par exemple, certains considéraient que, voilà, c'est ça. Donc, avec la démocratie, rien n'est tabou. On peut traiter de toutes ces questions-là. Bien sûr, d'autant qu'il n'y a pas de raison que les Africains n'aspirent pas à la démocratie, c'est-à-dire au respect des libertés publiques et individuelles comme tout autre être humain dans le monde. Cette manière de particulariser les Africains est plutôt suspecte. Je vais vous poser la question autrement, Armand Hiré. Est-ce que ces pouvoirs qui provoquent de telles crises sont soucieux réellement de la construction d'un destin national ou d'un État viable, ou alors seuls comptent leur destin personnel? Parce que tout ce qu'on entend finalement, tous les arguments qui sont avancés ne servent que les intérêts d'un clan en général. Évidemment, moi ce que je vais dire pour répondre un peu à M. Ompele, c'est que pas besoin de créer d'autres structures, d'autres institutions. Il y a tout dans les constitutions africaines. Quand vous prenez les constitutions africaines, vous avez tout pour pouvoir gérer normalement un État démocratique. Que ce soit à un ministère, que ce soit à une direction générale, il y a tout dans la constitution pour que le pays soit géré selon les normes démocratiques. Maintenant, comme vous me le demandez, la question est de savoir aujourd'hui qui a véritablement la statue, oui, d'homme d'État, qui a véritablement la carrure pour essayer de rassembler et de mettre les préceptes de la nation en place. Évidemment, en Afrique, quand tu fouilles aujourd'hui, tu n'en trouves pas énormément. Tu n'en trouves pas énormément. Donc, ça veut dire que les gens ont cette propension à créer des mécanismes de chamboulement constitutionnel pour rester au pouvoir, pardon. Ce qui va sans dire que il est évident que la notion d'État, la notion de nation, la notion d'unité de rassemblement devient pratiquement désuète simplement parce qu'un homme a envie d'être à vie au pouvoir. Maître Brice Zamba, alors un mot donc encore sur cette manifestation que vous organisez, ce colloque dont le thème est le respect de l'ordre constitutionnel en Afrique. C'est le 25 avril prochain au Sénat à Paris. Et parmi les objectifs annoncés de la conférence, on peut citer notamment, on lit dans le document, la définition du rôle de l'armée dans la défense de l'ordre constitutionnel, avec deux questions que vous invitez dans ce colloque. Vous demandez qu'est-ce qui explique l'ambiguïté de la loyauté républicaine de l'armée, et également existe-t-il une crise du sentiment républicain au sein des armées africaines? Alors, ma question est celle-ci. Pourquoi vous invitez la question de l'armée dans ce débat? Oui, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'armée a une vocation dans un pays, c'est-à-dire que non seulement de défendre le territoire, mais aussi de défendre les institutions républicaines, s'il faut le dire comme ça. Et donc, souvent, en Afrique, on constate que l'armée, pour parler de l'armée, mais souvent c'est la garde républicaine, parce qu'à la vérité, comme l'a souligné mon compatriote Félix Bakunda Pélé, c'est-à-dire que les institutions sont généralement vidées de leur sens au service de l'homme fort qui gère. Je précise, voilà. Vous êtes congolais, Congo-Brazzaville. Exactement, voilà. Et souvent, les institutions sont vidées au service de l'homme, qu'on considère comme l'homme fort, et ce qui fait que même l'armée, qui est nationale à la base, est détournée pour servir les intérêts du pouvoir incarné par l'homme fort. Donc, ce qui fait qu'en Afrique, de façon générale, l'armée est souvent le reflet de celui qui dirige en ce moment-là. Donc, il nomme ses proches
souvent ethniques au niveau des postes stratégiques, et qui fait que l'armée, finalement, au lieu d'être la gardienne des institutions, devient en fait la gardienne d'un pouvoir ou d'un régime. Au fond, ce que vous dites, voilà, on donc, ce qui fait à la que... question de la privatisation de l'État, y compris de l'armée. Non, c'est-à-dire du détournement de l'armée pour servir l'ambition politique d'un homme politique qui, en ce moment-là, est au pouvoir, donc le chef de l'État. Donc, à des fins personnelles. Donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très important pour nous de redéfinir le rôle de l'armée et de travailler pour que l'armée en Afrique redevienne ou soit véritablement républicaine. Et la question a été posée dans plusieurs pays d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. Certains pays qui ont résolu la question et d'autres pas. Il faut constater que quand il y a une crise, souvent, c'est l'armée qui est l'arbitre. On a vu au Burkina Faso. On connaît le rôle de l'armée au Togo, par exemple. Au Togo, voilà, c'est toujours l'armée qui est l'arbitre. Et donc, selon que l'armée est au service des intérêts ou des aspirations des populations, on peut assister à une sorte d'avancée démocratique. Selon que l'armée sert les intérêts d'un groupe politique qui est plutôt au diapason des intérêts de la population, il peut y avoir une stagnation. On comprend voilà, donc c'est pour ça que cette question est très importante. On comprend très bien. On a vu le rôle de l'armée en Tunisie, en Égypte, exactement. Au Burkina Faso récemment, vous l'avez dit aussi. Parfois, une armée qui s'oriente au gré du vent, parce qu'au départ, quand ça commence, elle est du côté du pouvoir, et ensuite, quand ça bascule, voilà. Donc là, on sent... Ce que vous dites est valable pour tous les exemples qu'on a cités d'ailleurs. On marque une dernière pause dans ce débat. Retour après la pub. À tout de suite. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Suite et fin du grand débat de ce jour, le respect des constitutions au cœur du débat politique en Afrique. C'est le thème de ce grand débat. Nous en parlons avec Maître Brice Nzamba, Armand Igré, Félix Bakunda Mpele, juriste et politologue, qui a publié dans la revue politique et parlementaire cet article intitulé Présidentielle africaine, perpétuelle illusion constitutionnelle. Là, je vais citer un extrait de cet article. Je cite, donc, de façon quasi générale, ni le multipartisme institué, ni le recours aux élections disputées, l'adhésion aux multiples conventions internationales relatives aux droits de l'homme et libertés ou à la transparence économique n'ont réussi à résister au rouleau compresseur des dictatures aguerries qui, n'hésitant sur aucun moyen, ont réussi à vider tous ces mécanismes a priori démocratiques de toute leur substance. Ainsi, dans cette panoplie de mécanismes, principalement érigés dans les années 90 pour contrecarrer les dictatures, demeurait un clou sous les talons des autocrates africains que, depuis quelques années, ceux-ci se sont attelés à extraire du dispositif constitutionnel la limitation du nombre des mandats. Fin de citation. Alors, j'ai envie de vous demander, Félix Bakunda Mpele, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce constat? Une fois que ce constat est établi, que fait-on face à tous ceux qui usent de trésors, de méthodes pour contrecarrer l'aspiration à la démocratie? Eh bien, justement, je réponds à cette question en revenant un peu sur ce qui a été souligné sur place. Disons, M. Iré a dit tout est dans les constitutions. Oh, il y a un problème. Le plus souvent, les constitutions posent des principes. Et il appartient aux lois, qu'on appelle parfois, disons, les lois organiques, d'organiser les principes qui sont dans la Constitution. Un exemple. Dans la Constitution congolaise actuelle, c'est-à-dire l'article 48, prévoit que toute autorité, avant donc d'accéder aux hautes fonctions, et quand effectivement, disons, elle quitte ses hautes fonctions, doivent déclarer leurs revenus. Le principe est dans la Constitution, mais la loi n'a jamais été organisée. Et voilà, donc c'est là l'intérêt, effectivement, disons, d'organiser les principes qui sont posés dans la Constitution. Et donc, quand on dit, par exemple, que le tribalisme, le régionalisme sont sanctionnés, c'est le principe, effectivement, dans les préambules des deux constitutions, disons, congolaises récentes, c'est-à-dire celle de 92 et celle de 2002, on l'affirme, mais on ne dit pas comment est-ce que cela se fait. Alors, c'est là, donc, disons, l'intérêt, effectivement, de mettre sur pied des lois, le plus souvent appelées lois organiques, mais pas toujours. Au-delà des lois, Félix Bakunda Mpele, est-ce qu'il n'y a pas, je vous pose la question à tous, je dirais, j'ose poser cette question, je dirais un rapport quasi psychanalytique au pouvoir de la part de ces dirigeants africains, parce que finalement, on est quand même dans un système où tout le monde se méfie de tout le monde. On fait des élections, on amène des observateurs pour observer des élections en Afrique. C'est le seul continent en Afrique, il y a autant d'observateurs d'élections. On se méfie à chaque fois de la liste des listes électorales. On parle du fichier électoral qui est toujours contesté. On demande maintenant de mettre des lois en place pour verrouiller ce qui existe déjà. Certains même en appellent à l'Union africaine pour mettre en place ce principe, je dirais, de vigilance et d'observation du respect des constitutions.
comment en est-on arrivé là et que peut-on faire pour que finalement on puisse avoir un fonctionnement ordinaire comme cela se passe partout à travers le monde, Armand Hiré? Moi, excusez-moi mon fourrier auditeur. Vous avez parlé des observateurs dans les élections africaines. Laissez tomber. Moi, je préfère vous dire laissez tomber. Parce que j'ai eu la chance de suivre des élections à la faveur de la crise dans mon pays, de suivre les élections dans 3 pays différents. Disons en fuyant la guerre. Je suis tombé au Bénin en étant en période électorale. J'arrive au Cameroun en période électorale. Je venais d'une période électorale en Côte d'Ivoire. Mais les observateurs aujourd'hui, bon, bref, c'est pas le sujet du jour, mais je veux dire que les Africains font tout pour faire du folklore autour des élections. Je veux dire, pourquoi les Africains ne se font pas confiance à eux-mêmes? C'est ça la question. Parce oui, que mais on a l'impression qu'on est dans un système où tout le monde justement, se méfie, quand vous posez cette question, on va retomber justement dans un aspect du problème qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Pourquoi tout le monde aussi a les yeux sur les élections en Afrique? Pourquoi tout le monde veut forcément imposer un candidat en Afrique? Je veux parler des puissances. Pourquoi les puissances sont toujours dans les couloirs des grandes organisations africaines sont toujours là quand il faille avoir des élections? Pourquoi est-ce que l'Union européenne doit débarquer avec des observateurs dans un processus électoral en Afrique? Ça n'est rien à comprendre. Je vous donne une anecdote. Je suis les élections présidentielles à Yaoundé. Un groupe d'observateurs m'appelle pour dire on a appris que ton journal a pignon sur rue un peu partout et même en Afrique centrale. Il faut que tu nous tailles un papier sur mesure. J'ai dit mais un papier sur mesure. Non, nous on est venu là, on a observé, mais depuis Etoudi veut pas nous recevoir. Hein, ils ont reçu l'Union européenne, ils ont reçu les observateurs de l'Union africaine conduits par Buyoya le Burundais, et nous depuis ils veulent pas nous recevoir. Alors donc toi, comme tu as ta page Facebook, tu as des éléments nécessaires pour qu'on s'exprime, il faut le faire. De faire la promotion finalement. Donc de faire la promotion des observateurs pour qu'on les reçoive à Etoudi. Mais vous allez faire quoi Etoudi? C'est un business. Vous allez faire quoi Etoudi? Vous êtes venu couvrir des éléments. Bon, bref, ça pour vous dire que aujourd'hui, réellement, il y a tout le monde qui s'intéresse à l'Afrique et souvent au détriment du peuple africain. Et c'est là qu'il y a souci. À partir du moment où on va laisser les Africains eux-mêmes dérouler leur processus démocratique, faire leurs élections proprement avec des institutions fortes et en se basant sur la constitution que eux-mêmes ils se sont octroyés parfois pour avoir des référendums, je pense qu'on sortira de l'auberge. Vous voulez dire que finalement, Brice Zamba, que les Africains, le peuple africain, les populations en tout cas, ces populations sont prises en otage oui. Et prises en étau entre d'un côté leurs dirigeants, en tout cas certains qui évidemment prennent en otage la démocratie et les constitutions et les manipulent allègrement, et puis tous ces partenaires extérieurs, dit-on, à qui profite le chaos africain, finalement. Oui, il faut dire que chacun y trouve son compte. Voilà, parce que les dirigeants, l'élite qui est censée gérer l'État participent au pillage. Voilà, s'il faut dire les choses. Parce que pourquoi en Afrique, tout le monde veut faire la politique? C'est quand même extraordinaire. Il faut voir que les gens en Afrique pensent que pour servir son pays, il faut être forcément chef d'État ou forcément ministre. C'est extraordinaire. On peut servir son pays de plusieurs manières. On peut servir son pays, par exemple, en créant des entreprises. Il y a plusieurs manières de servir son pays. On peut être un éveilleur de conscience. Il y a plusieurs manières. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un rapport au pouvoir politique en Afrique qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que les gens ont constaté que le pouvoir politique en Afrique, c'est le principal pourvoyeur de richesses. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des richesses de la nature qui ne sont pas créées par l'homme. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de richesses venues de l'homme, mais c'est la nature qui a pourvu à l'Afrique des richesses. Donc, le contrôle de l'appareil d'État permet de contrôler donc la vente de ces richesses et donc l'argent qu'on en retire, et donc de gérer l'élite et tout ça. Et ce qui fait que les gens, dans ces climats, il y a un rapport, comme vous l'aviez dit, psychanalytique au pouvoir, qui fait que le contrôle de l'État et la circonstance d'y rester le plus longtemps au pouvoir, ce n'est pas pour améliorer le niveau de vie et de conscience des populations, mais c'est pour s'enrichir. Nous, on le voit au Congo-Brazzaville, et tous les Congolais peuvent le témoigner. Voyez-vous, mais maintenant, aujourd'hui, si vraiment on a un souci des populations, et c'est là où arrive en fait la vertu, c'est là où arrive la possibilité d'aspirer à des valeurs, c'est de se dire, il faut d'abord commencer par avoir une source de revenus autonome et distincte de l'État
pour espérer avoir une indépendance d'esprit et d'exercer son esprit dans le sens des intérêts véritables des populations. C'est ça le rôle des intellectuels normalement, le rôle qui devait avoir des intellectuels aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des intellectuels dépendent de l'État et donc des hommes politiques. Par conséquent, ils ne sont pas libres. On arrive à la fin de cette émission. En un mot, Félix Bakunda Mpele, est-ce qu'on assiste au dernier soubresaut finalement des régimes réfractaires à la démocratie? C'est pas évident. Oui. Voilà. Il y a une question que j'aime bien soulever, mais qu'on n'a pas eu l'occasion effectivement d'aborder ici. Mais faites-le rapidement. Ben justement, c'est la question de l'institution présidentielle. Est-ce que franchement, on est toujours obligé d'avoir un président, disons à la française, c'est-à-dire de transposer ce modèle de président en Afrique? Moi, j'ai toujours pensé que, enfin, de plus en plus, je pense que on n'a pas réfléchi sur ce modèle-là. Je précise que le président tel que l'on a en Afrique, eh ben, c'est le modèle français qui lui-même, disons, est exceptionnel. Eh ben, pourquoi justement ne pas penser à moduler cette institution-là? Pourquoi ne pas tout simplement avoir des présidents honorifiques, des présidents qui n'ont pas les manettes du pouvoir? Voilà. Et puis, je tiens également à soulever ceci. Eh ben, les constitutions en Afrique, donc l'histoire des constitutions, c'est au service des peuples. C'est comme ça que les constitutions sont nées. C'était pour protéger les populations et accessoirement pour organiser le pouvoir et assurer donc, disons, les libertés. Or, c'est tout à fait le contraire en Afrique. Les constitutions sont faites ou bien sont inspirées pour protéger le président de la République. Donc c'est quand même paradoxal. Voilà. Regardez aujourd'hui, disons, au Congo, disons, c'est le président ou le pouvoir qui inspire, disons, la révision, le changement et tout, alors que le peuple ne demande rien. Le peuple a adopté une constitution le 15 mars 1992. Il n'a jamais demandé à ce que cette constitution puisse être abrogée. Et bien voilà, c'est le pouvoir qui l'abroge et qui, disons, adopte, disons, un acte fondamental, ensuite une constitution. Juste là, le peuple ne demande rien. Le peuple n'a jamais demandé à ce qu'on abroge donc la constitution qui est en place. Le peuple n'a pas demandé une nouvelle constitution. Le peuple n'a pas demandé un changement, une révision de constitution. Il était important de le dire, cette manière de s'approprier la constitution. Ce que j'étais là signé pour dire que, contrairement à l'esprit universel des constitutions, en Afrique, curieusement et paradoxalement, les constitutions sont faites pour protéger le président en place. Et bien, donc, commencer effectivement par remettre en cause cette institution, il faut y penser. Très bien, c'est la vieille question de la privatisation du pouvoir dans les pays africains, dans certains pays en tout cas. On arrive à la fin de l'émission, je vais rappeler rapidement ce colloque qui aura lieu le 25 avril prochain au Sénat à Paris, conférence internationale sur le thème du respect de l'ordre constitutionnel en Afrique, conférence conduite par notre ami Maître Brice Zamba, qui est président du Cercle de la Rupture. Donc, rendez-vous le 25 avril prochain. Oui, tout à fait. J'allais juste compléter en quelques secondes. Oui, rapidement. Parce que j'ai une autre manifestation aussi à annoncer. Oui, rapidement. juste pour dire que pour ceux qui sont en France ou même en Europe, il est possible de s'inscrire en ligne au niveau sur le site internet dédié à la conférence. Donc, www.conférence-constitution au pluriel africaine.com. Voilà, et pour ceux qui veulent réécouter, évidemment, cette émission sera disponible sur le site d'Africa numéro 1 dès demain, en podcast, bien sûr. Je rappelle donc aussi cette manifestation, ce sera le 11 avril prochain. Armand Hiré, vous êtes chargé de communication de cette manifestation. Oui. Manifestation donc destinée à réclamer la protection, le respect, la défense des constitutions. C'est des constitutions africaines. Protection, défense et respect des constitutions africaines. Ce sera le 11 avril. Et là, c'est une manif. Oui, c'est une manif. C'est une marche suivie de meetings avec de grands orateurs tels que Malik Seck, tels que l'ambassadeur Koudou Kessié et pas mal d'autres Africains. Donc, c'est le 11 avril à partir de 13h devant à l'avenue Victor Hugo à Paris, devant les locaux d'une certaine ambassade qui a piétiné sa constitution un 11 avril. Donc c'est là que nous démarrons et nous chutons devant le Conseil constitutionnel français. On y sera. Maître Brice Zamba, merci d'être venu. Armand Hiré, merci infiniment. Félix Bakunda Mpele, merci d'avoir participé à ce grand débat. Merci infiniment. On espère vous réinviter de nouveau pour explorer évidemment ce sujet pour l'instant inépuisable avec vous. Merci à l'équipe du grand débat, chargée de production Stéphanie Hartmann, réalisation Hélène Bizio. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat